Construire bien et pas cher. Construire des logements abordables sans renoncer à une vraie pertinence environnementale et faire cela en faisant participer les futurs habitants et habitantes des lieux semble être mission impossible. Mais pas pour ICO, entreprise nantaise de l'économie sociale et solidaire qui propose des logements abordables et de qualité. Depuis maintenant 7 ans, cette entreprise se bat pour résoudre l'équation impossible du logement bien et pas cher. Pour nous en parler, aujourd'hui, Éric Girard, fondateur et directeur d'ICO. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec qui va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public nantais peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde de Nantes. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Éric Girard, bonjour. Bonjour. Alors Éric, tu es fondateur et directeur général d'ICO, une entreprise de l'ESS qui construit des logements abordables et de qualité. Tu me diras ce que ça veut dire. Au moment où la construction est en berne, alors que les besoins de logement n'ont jamais été aussi importants, au moins depuis la période de la reconstruction d'après-guerre, construire des logements de qualité accessibles aux classes moyennes a l'air d'être devenu complètement impossible. Et pourtant, vous le faites. Alors, j'avais envie qu'on rentre ensemble dans le cœur du modèle d'ICO pour comprendre comment vous faites et voir ce qu'on peut en apprendre et voir même ce qu'on peut déployer ailleurs. Mais peut-être que tu pourrais déjà nous raconter où vous en êtes aujourd'hui. On n'est pas en train de parler d'une idée généreuse, mais d'une entreprise qui livre des logements, qui construit, qui est déjà le cœur à l'ouvrage. On est une jeune entreprise assez atypique. On est promoteur de l'économie sociale et solidaire. On est les seuls en France. On a du coup, avec l'appui de partenaires, pu fonder ICO il y a maintenant 7 ans. On a 3 programmes livrés, on en a 3 en cours de construction et on en a 7 en cours de montage à des moments divers, dont plusieurs en appel d'offres. On réussit effectivement à construire et vendre à des prix très abordables. Pour vous donner un repère, la moyenne des prix de vente de nos logements, c'est 2 860 € le mètre carré sur un marché nantais du libre qui est à 5 500 et un marché angevin qui lui tourne à 4 500 en gros. Donc on est très très en dessous des prix de vente classiques, avec une qualité environnementale qui est toujours largement supérieure à la norme. En fait, nos 2 entrées, c'est celle-ci au départ, la question de la mixité sociale dans la ville, comment les classes moyennes peuvent continuer à habiter la ville-centre alors qu'elles en sont exclues très largement, et comment est-ce qu'on fait ça tout en réduisant notre empreinte environnementale. Je vous ai donné un prix de vente. Finalement, comment est-ce qu'on arrive à des prix de ce type-là ? Il faut vraiment qu'il y ait un ensemble de volontés communes entre la personne qui vend le foncier, on travaille uniquement sur des fonciers publics, l'urbaniste qui conçoit la ZAC, l'architecte qui conçoit le projet et la maîtrise d'ouvrage. Donc ça, c'est un alignement des volontés très forts sur ces 2 points-là. Comment est-ce qu'on construit abordable et environnemental en même temps ? C'est un peu un changement de mentalité dans la mesure où il faut quand même accepter que c'est plus l'image forcément qui dicte l'architecture. Il faut travailler avec
un ensemble de données de départ qui permettent d'aboutir au résultat. Alors, on va venir dans le détail de tout ça, c'est important. Alignement, on retient, et puis changement d'image, mais je pense qu'il y a d'autres aspects qu'il faut qu'on aborde de toute façon. Peut-être revenir, tu disais 7 ans, 7 ans, déjà 2 programmes livrés, 3 programmes livrés, 3 en cours de chantier. Enfin, on est sur une machine là qui avance. C'est quoi le parti pris de départ? D'où est-ce que tu viens? Pourquoi tu as créé ça aussi? Enfin, d'où ça vient en fait? Quelle est l'origine de cette question-là? Cette question, elle paraît évidente aujourd'hui, produire abordable et bien positionné d'un point de vue écologique aujourd'hui dans des métropoles comme Nantes-Angers, le besoin est criant. C'était peut-être moins clair il y a 7 ans. Oui, au départ, à la création d'ICO, il y a des gens qui me disaient « mais pourquoi tu vends à 3 000 quand on peut vendre à 6 000 ?» Aujourd'hui, ils me demandent comment tu vends à 3 000. Moi, je viens du monde des coopératives HLM. J'ai été pendant 10 ans directeur d'une coopérative HLM et j'ai pas, en fait, fondamentalement changé mes objets d'interrogation de la fabrique de la ville quand j'ai créé ICO. Cette question de l'exclusion des classes moyennes, contre-intuitivement, on pourrait penser des fois que les villes sont riches et les campagnes pauvres, mais en fait, la loi SRU a quand même permis aux villes d'accueillir les populations les plus modestes. Alors, bon an, mal an, hein, on sait bien qu'il y a un vrai problème de logement des classes extrêmement modestes, mais néanmoins, il y a quand même 25% du parc sur Nantes qui est dédié aux 3 derniers déciles, on va dire, de revenus. Et cette question des classes intermédiaires, elle se pose de manière très forte, avec un éloignement important. Donc ça, c'était vraiment ma première entrée. Comment est-ce qu'on produit pour ces catégories sociales-là qui aujourd'hui sont forcées de s'exiler, sont forcés de faire du pendulaire, parce que c'est rarement ceux qui télétravaillent. Et donc ça, c'est ma première entrée. Donc pour qu'on soit avec des mots purement français, on est sur de l'accession, on est sur du logement qui permet à des gens d'être propriétaires de leur logement. On verra avec quelques subtilités parfois, selon les montages. Globalement, en alternative au fait d'aller acheter un pavillon ou construire un pavillon à 30, 40, 50 km du cœur de Nantes ou d'Angers, mais aussi de l'emploi, hein, tout simplement. Clairement. Pour chacun. Le deuxième point, et ça fait 20 ans que je travaille dessus, c'est la question environnementale et comment est-ce qu'on réduit notre empreinte. Moi, j'ai fait le premier collectif bois de tout l'arc atlantique en 2010, à un moment où on en parlait peu. On a commencé à faire des bilans carbone dans ces années-là. Donc c'est vraiment un sujet qui nous préoccupe. Et en fait, une fois que vous avez dit mixité sociale, que vous avez dit environnement, vous parlez de la place de la voiture, de la densité, vous parlez de cette question de mixité, donc d'avoir un voisin qui n'est pas de la même classe sociale que vous. Vous avez assez vite 80% de la population contre vous. Et donc finalement, le troisième pilier qu'on a intégré à ICO, c'est comment on partage ces enjeux avec les habitants et comment on les associe à la conception des projets pour qu'ils intègrent ces notions-là et qu'on puisse produire ensemble des opérations dans lesquelles les gens se reconnaissent et dans lesquelles ils ont envie de vivre. Voilà. Alors vous voulez construire bien, pas cher, et pour simplifier le tout, l'idée c'était de faire du participatif, hein, voilà, c'est donc ça. De faire participer les futurs habitants à la conception du logement. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Hein, en général, on fait soit l'un soit l'autre, et globalement, on considère que si on fait du performant, on peut pas faire du abordable. Et que si on fait du coopératif, on ne pourra pas non plus faire du abordable. Quelque part, le prix est la résultante de ces qualités-là, quoi. Comment ça marche tout ça? Alors pour répondre d'abord à la question, en fait, on ne part pas de solution, on part du problème et on essaye de voir comment on peut résoudre le problème. Oui, on peut revenir à l'histoire. C'est comment vous... En fait, cette question du rejet de la population sur un certain nombre de projets, on le voit bien, nous on le ressent, et on s'interroge sur la manière dont on peut avancer là-dessus avec les architectes et les urbanistes, sur la forme urbaine, sur la question de l'acceptabilité. Donc dès 2014 aussi, on a fait nos premiers projets en habitat participatif, on a conçu le projet avec les habitants. Et moi, je me suis aperçu que ça avait, au-delà de la qualité du programme qui était construit,
une très grande vertu qui était de créer une communauté habitante. Alors c'est un mot un peu tarte à la crème, battu, rebattu, mais pour nous ça a une signification extrêmement concrète parce qu'on voit complètement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a des gens qui sont conscients d'habiter ensemble un lieu, qui sont en même temps capables de se l'approprier, de l'utiliser pleinement, de créer du lien social entre eux et de comprendre pourquoi il a été fait d'une certaine manière et de le vivre différemment. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire à travers de l'habitat participatif. Donc on a une dizaine de projets en habitat participatif sur Nantes, Angers et même sur Lyon, en QPV pour certains, en quartier prioritaire ou pas. Et on essaye aussi de conduire des projets avec des personnes qui ne sont pas triées, donc qui ne viennent pas de l'habitat participatif, qui sont là, comme vous et moi, qui viennent dans des projets où on a en même temps de l'accession sociale, ce qui est notre cœur de métier, mais où on associe du locatif social, voire du libre, parce que la mixité sociale, c'est aussi avec les riches. Donc, de manière forcément minoritaire, mais quand même présente. Et donc, on essaye aussi de s'adresser à des personnes qui ne sont pas dans des démarches participatives pour essayer de faire bouger la société et arriver à des changements de mode de concevoir les choses. Comment est-ce qu'on y arrive? Sur la partie technique et économique, ça nécessite une très forte compétence technique pour réussir à intégrer dès le départ l'ensemble des éléments. On a beaucoup fait référence à ICO, à ce qu'on appelle le processus de conception intégrée, qui essaye d'associer tous les acteurs très tôt et à chaque étape initiale du projet. Et ce qui permet normalement de limiter les risques de sortie de route ultérieure. Donc ça, sur la partie technique, nous, on a développé un savoir-faire sur comment est-ce qu'on réussit à construire en même temps abordable et environnementalement performant. On a systématiquement des murs manteaux bois, on a un travail sur la qualité bioclimatique du bâtiment et sa compacité qui permet d'avoir un coût général relativement maîtrisé. Et derrière, compte tenu de l'efficacité des bâtiments, on a un bon confort d'été et un bon confort d'hiver naturel. Et on n'a pas besoin de rajouter des équipements qui coûtent cher pour produire l'eau chaude ou le chauffage. Et en fait, dans ce mix-là, au niveau technico-économique, on arrive à sortir des coûts de construction qui aujourd'hui sont regardés avec envie par un certain nombre d'opérateurs. On sort là en ce moment un programme qui est BBio moins 35 de la RE, ça veut dire une qualité d'enveloppe qui est quasi passive, à 1 700 € hors taxe le mètre carré chable, ce qui est un coût qui est très inférieur à ce que font beaucoup d'opérateurs en traditionnel, en béton. Avec quel choix constructif ? Donc là, on a une structure maçonnée, des murs manteaux bois avec une isolation extrêmement forte et biosourcée, et donc une qualité de comportement du bâtiment en inertie. Alors, je vais arrêter d'être trop technique, mais une qualité de comportement du bâtiment qui donne naturellement, sans avoir besoin d'avoir recours à des sources d'énergie extérieures, un confort d'été et d'hiver très appréciable. Voilà. Oui, l'idée là, c'est en termes de performance, d'avoir aussi une logique de performance de fait, pas par des équipements, et donc de baisser les charges. Peut-être qu'on peut revenir dessus, tu l'as abordé au tout début, donc vous avez fait, vous, quelque part, un certain nombre de paris constructifs, de choix, plus exactement, sur des modes constructifs, des typologies de matériaux, sur une période où on tâtonne encore, hein, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais donc vous avez tâtonné comme d'autres, peut-être sans doute avant d'autres. Ça a un impact aussi sur la programmation, sur la forme architecturale, sur le processus de projet, ces partis pris-là, parce que ce que je comprends, c'est que on a des partis pris qui sont des partis pris environnementaux, mais qui permettent aussi de tenir les coûts. Enfin, il y a les deux équations qui sont regardées en parallèle. Alors, effectivement, ça ne veut pas dire que l'expression architecturale n'a aucune importance. C'est loin de moi l'idée de dire ça. Pour autant, ça veut dire que l'expression architecturale, elle doit venir compléter un certain nombre de partis pris techniques qui sont premiers. Et l'un n'empêche pas l'autre. On a des bâtiments qui sont avec
énormément de caractère et qui sortent à des prix très abordables et très environnementaux. Mais on ne peut pas inverser les choses. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne peut pas y avoir des dogmes architecturaux qui s'imposent au départ. C'est des dogmes technico-environnementaux qui s'imposent au départ. Et derrière, l'architecture doit travailler à partir de ces bases-là. Ça veut dire que c'est des architectes qui s'approprient pleinement ces enjeux à la fois environnementaux, mais de coût aussi, et qui quelque part l'intègrent dans leur jeu, leur langage, etc. Vous travaillez comment là-dessus? Tout le monde peut faire ça? Ça passe d'abord, effectivement, par un travail commun sur les enjeux. Et l'architecte qu'on choisira forcément, il abondera sur les enjeux sociaux et environnementaux. En les intégrant de la manière dont je l'ai évoqué. Et ça, c'est un premier temps de travail avec l'architecte qui est avant de commencer à dessiner et à se dire, voilà, c'est finalement, c'est quoi ce qu'on veut faire socialement à cet endroit-là, qu'est-ce qu'on veut défendre. Alignement avec l'architecte, mais tu as abordé tout à l'heure. L'urbaniste, les élus, la ZAC, et ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, vous intervenez essentiellement... qu'on appelle du foncier aménagé, des opérations publiques d'aménagement. Oui. Donc ça veut dire en effet que là, il y a des acteurs, on est sur des parties du territoire qui bénéficient de projets urbains, on va les appeler un peu comme ça, avec toute leur diversité et une forte variabilité en fonction des secteurs, des territoires où on est, mais aussi ZAC par ZAC, opération par opération, un urbaniste, un aménageur, des élus. C'est quoi l'alignement là nécessaire ? C'est quoi les conditions en fait on est parfois assez violent dans nos réponses. Ça m'est arrivé d'aller répondre en attaquant assez frontalement un certain nombre de partis pris majeurs de la fiche de l'eau de l'urbaniste. Fiche de l'eau, on peut éclairer ça? Donc l'urbaniste dessine une idée de l'organisation des logements sur la parcelle. Il va définir une hauteur de bâtiment, un système de stationnement, éventuellement enterré, éventuellement couvert, et il va avoir un certain nombre de préceptes qu'il va mettre en œuvre sur sa projection personnelle sur l'endroit où on doit construire, en lien avec l'environnement existant et environnant. Et donc ça peut aller très loin, c'est-à-dire que oui, on peut avoir un niveau de précision extrêmement poussé qui est fait en amont de la conception réelle du logement, du bâtiment. Tout à fait. Et la problématique de ces quartiers, c'est qu'en général, leur temps de développement est extrêmement long du coup, il y a parfois un décalage entre ce qu'on a compris à l'instant où la consultation est lancée et ce qui avait été imaginé au moment de la création de la ZAC. Il y a parfois de l'obsolescence, voilà, notamment sur les questions environnementales. Complètement. Et on avance assez vite. On est quand même sur un secteur qui évolue beaucoup depuis quelques années. Une ZAC, c'est 15 ans en général, 15-20 ans de développement. Et aujourd'hui, en 5 ans, il se passe beaucoup de choses. Mais je t'ai fait dévier, donc. Fiche de l'eau, vous y allez, Franco? C'est-à-dire, à un moment, même sur ces fondamentaux-là, il faut... c'est un peu, oui, c'est ça, c'est blanc ou noir. C'est-à-dire que, typiquement, l'avant-dernier concours qu'on a gagné, on a posé les bases. C'est-à-dire, on a dit, si vous nous le prenez, c'est avec ça. Sinon, il faut prendre quelqu'un d'autre. Mais nous, on va quand même assez violemment modifier ce que vous aviez imaginé sur la parcelle. Parce que vous avez une recette qui marche pas à toutes les conditions. Et là-dessus, typiquement, c'est sur quoi que ça chope? Là, typiquement, c'était sur du stationnement couvert sous dalle béton, avec du coup une impossibilité d'avoir un budget conséquent pour la construction, parce que cet argent était mis pour le stationnement des voitures. Nous, ça nous semblait premièrement très peu évolutif, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait ça, ces espaces-là, le jour où vous avez besoin de moins de voitures, si ça arrive, vous pouvez rien en faire. Et vous mettez beaucoup d'argent pour cacher des voitures uniquement que vous pouvez pas mettre dans la qualité constructive. Donc on est allé très frontalement dire non, on fera pas de stationnement enterré et de stationnement couvert sous dalle. On fera du stationnement aérien avec une attention particulière. Mais on est allé de manière très frontale contre la fiche de l'eau. On a aussi réfléchi au parti pris en termes de biodiversité, en termes de paysage, et on a proposé des choses peut-être
novatrice en termes de protection de la biodiversité et d'incitation. Et puis, on a changé complètement la programmation en travaillant avec un outil qu'on a créé avec des habitants, qui est un organisme de foncier solidaire, Racine. Donc, c'était un projet qui était proposé en commercialisation libre, à des prix où on a du mal aujourd'hui à descendre en dessous de 4 000 € le mètre carré. On a proposé d'intégrer une commercialisation sociale à 2 850 € le mètre carré à la place de cette programmation à 4 000. En passant donc à l'OFS, à l'organisme de foncier solidaire. Alors, on va y revenir. On va y revenir après sur cette question-là. Elle est évidemment centrale et originale d'ailleurs dans votre cas avec cet OFS particulier. Mais je voudrais qu'on finisse sur cet alignement à avoir, qui est une condition pour que ça marche. Effectivement, en fait, quand on a proposé ça, on a bien senti que en même temps, alors on avait proposé aussi accessoirement autre chose, c'est de s'appuyer sur tous les articles réglementaires permettant de supprimer une partie des stationnements, donc la loi climat et résilience, la loi de partage de véhicules propres, qui permettent de réduire le nombre de stationnements dans une opération. Mais il fallait que l'urbaniste accepte cette modification, qu'il soit prêt à faire un pas de côté, et la ville aussi, pour rentrer dans ce qu'on leur proposait, qui était assez loin des propositions initiales. Et ça, c'est indispensable si on veut en même temps réussir à être abordable et environnemental, ce qu'on vient d'évoquer. Alors l'urbaniste, l'aménageur, donc l'élu, etc. Donc un alignement complet. Donc des conditions. Voilà, des conditions fondamentales de montage du projet, d'organisation. Tu commençais à l'aborder via l'OFS, mais peut-être plus globalement sur la question foncière, l'accès au sol, et puis le prix du sol aussi. C'est quoi les conditions pour y arriver? Déjà, aujourd'hui, vous êtes centré sur du foncier aménagé. Oui. Alors, c'est certain que sortir à 2 860 € le mètre carré sur des marchés à 4 000, 5 000, 6 000 € le mètre carré, on a du mal à le faire si on achète le foncier à 1 000 € le mètre carré, quoi. Et effectivement, il faut qu'on partage un projet avec les collectivités, et c'est une donnée d'entrée. Donc le partage, c'est pas que sur la question du stationnement, etc. C'est aussi sur la question du prix du foncier. C'est aussi sur la question de l'accès au prix. Néanmoins, on n'est pas forcément sur un prix tellement décoté que ça sur, par exemple, l'opération que j'évoquais à l'instant. On travaille aussi sur comment on peut réfléchir à une programmation différente qui permet d'obtenir les éléments souhaités. On a sur une opération qui se trouvait à Beaucouzé, été amené à développer une offre alternative. Pour la petite histoire, c'est un programme en habitat participatif. On commence le projet avec notre groupe d'habitants à l'origine sur un objectif en TVA 20 qui était à 2 900 € le mètre carré. On monte le projet qui est extrêmement ambitieux environnementalement et on voit arriver deux petits épisodes sympathiques, le Covid et la guerre en Ukraine. Comme tout le monde, même si on sait tenir nos coûts, on a des coûts qui augmentent de 15%, qui sont plus compatibles avec les moyens des gens. Moi, je connais bien le sujet des organismes fonciers solidaires parce que j'avais travaillé à la Fédération des COP sur ces sujets-là avec diverses collectivités territoriales. Et donc, je propose à la ville de monter un organisme de foncier solidaire avec les habitants pour conserver toutes les qualités environnementales du projet tout en restant dans les prix annoncés et même en les baissant. Petite parenthèse, l'OFS, séparation foncier-bâti. Donc, on est propriétaire de son logement, mais on est locataire de son terrain auprès d'un organisme de foncier solidaire qui est un organisme à but strictement non lucratif, d'intérêt collectif. On est lié, du coup, au terrain par un bail, avec une redevance qui est modeste. Là, en l'occurrence, c'est 1 € par mètre carré et par mois. Si vous avez un T3, vous avez 60 € de loyer par mois. Ce bail, qui dure 99 ans, vous lie à l'OFS et comporte une clause qui interdit de revendre avec une spéculation excessive. C'est-à-dire qu'on va réintégrer l'inflation, éventuellement des travaux, mais par contre,
vous avez acheté à un prix très abordable, la personne qui vous suivra achètera à un prix très abordable, elle reconclura un bail avec l'OFS, forcément, c'est obligatoire, de 99 ans, qui comportera la même clause, et donc on aura plein de générations successives qui vont pouvoir accéder à un prix abordable dans le cœur de la ville. Donc c'est un logement abordable, voilà. C'est un logement en accession, il y a bel et bien la capacité d'investir. On capitalise, etc., on crée etc., un matelas en cas de problème, pour la retraite. Pour autant, on a un organisme qui est l'OFS, qui reste propriétaire du sol, et par cette propriété-là, on arrive à maintenir de façon durable le caractère abordable de ce logement, sous conditions de ressources, évidemment. Voilà. Alors, on revient à l'histoire. Et donc, création de l'OFS. On va voir les habitants, on leur dit, ben voilà, ils étaient bien au courant du fait qu'on avait une problématique sur les coûts qui explosaient, et on leur dit, on a une solution à vous proposer, qui est l'OFS BRS, mais on souhaite le monter, cet organisme de foncier solidaire, avec vous, si vous êtes d'accord et si vous avez envie de rentrer dans la structure. Les habitants embrayent immédiatement en disant, non seulement on est hyper content parce que ça nous permet de conserver, de rester dans le projet alors que les prix explosaient et qu'on était à ce moment-là plus capable d'acheter les logements, de conserver toutes ces qualités environnementales, mais en plus ça protège l'esprit qu'on souhaitait, et donc on sait que des personnes ne vont pas venir pour faire une culbute financière, mais ils viennent pour habiter et pour partager le projet de vie qu'on a. On les associe pleinement à toute la conception du projet d'organisme de foncier solidaire. Ils sont présents dans la demande d'agrément qui est faite à l'Adréal pour obtenir la capacité à utiliser la procédure. Et ils sont présents au conseil d'administration de l'OFS, ils sont présents à l'Assemblée générale et dans toutes les décisions qui ont construit l'organisation de Racine, donc, qui est le nom de cette OFS porté avec des habitants de manière très forte. Ce qui est marrant, c'est que l'OFS, l'inspiration est plutôt anglo-saxonne, hein, c'est le Community Land Trust, et en fait on a traduit en France toute la partie Land Trust, mais on a oublié la partie Community, hein, c'est-à-dire la partie communautaire. Là, c'est alors une entreprise de l'ESS, ICO, qui monte cette structure-là, mais ça reste une entreprise privée, hein, qui monte pour le coup une version avec en plus sur la gouvernance la participation des bénéficiaires. Autour de table de l'OFS. Mais cet OFS, il est réservé à cette opération ? Non, il a vocation effectivement à se mutualiser sur le plus grand nombre d'opérations possible, parce que ça permet de réduire les coûts unitaires sur chaque opération. Néanmoins, tous les bénéficiaires, alors on est sur un format de société coopérative d'intérêt collectif, on ne va pas forcément rentrer dans les détails là, mais tous les bénéficiaires sont forcément membres de Racine, tous les habitants sont forcément membres de Racine, et encore une fois, ils ont une part significative des droits de vote dans le conseil d'administration. Le principe d'une SCIC, je vais quand même dire deux petits mots, c'est d'associer vraiment toutes les parties prenantes à la gouvernance et à la décision, dans l'idée d'une gouvernance éclairée qui intègre bien l'ensemble des contraintes qui sont autour de ce projet collectif, qui est assez proche de la notion du Community Land Trust, qui doit associer la communauté, mais au sens anglo-saxon du terme. Donc c'est vraiment cette notion-là de tous ceux qui ont intérêt au territoire. Ce qui n'est pas que les habitants, pour le coup, dans le Community Land Trust, il y a aussi des gens du quartier, il y a aussi des collectivités qui peuvent être parfois présentes, etc. etc. C'est pas un syndic de copropriété. Typiquement, là, on a effectivement les collectivités, on a des aménageurs, on a les banquiers qui vont financer les terrains. Il nous semblait important, au-delà du fait qu'ils apportent éventuellement des fonds propres, mais qu'ils puissent participer à leur vision de ce qui est important dans le financement de l'OFS aussi, sur la durée. On veut que ce soit pérenne, on veut que ça tienne la route pendant des siècles. Donc c'était important d'associer vraiment les opérateurs, donc les habitants de manière très forte, ICO en tant qu'animateur aujourd'hui, mais toutes ces parties prenantes coexistent et ça donne des débats assez animés parfois d'ailleurs, mais c'est ce qui est intéressant. Il y a des perceptions qui peuvent être différentes entre la collectivité territoriale, les habitants, voilà. Et cet outil, dans l'avenir, j'ai envie de dire au futur, là il est relativement récent, quelques opérations, ça te semble être un levier important, toujours sur cet objectif de faire bien et pas cher, ou c'est un élément qui va rentrer dans certains programmes et permettre de les mettre en œuvre ? Alors,
je pense qu'on partage tous les deux cette perception très forte qu'on est à un moment sur la question foncière très particulier, où on croise beaucoup de pressions et de contraintes entre le ZAN, entre la faiblesse des ressources disponibles en terre, et sur la très grande nécessité de réussir à sortir le foncier du marché et à quelque part en faire un bien commun, d'une manière ou d'une autre, qui n'est pas forcément public, mais qui est au moins commun. Du coup, on a vraiment envie, nous, de porter ces notions d'OFS de manière très forte dans nos programmes, autant que faire se peut, parce que je pense que c'est crucial, que c'est essentiel aujourd'hui. On réfléchit aussi à voir si on peut développer d'autres moyens de travailler sur le foncier en le sortant de l'équation économique, parce que je me dis que dans 10 ans, ça deviendra extrêmement compliqué, compte tenu de l'inflation foncière qu'on va avoir, de ressortir cet élément des notions de marché, parce qu'il sera trop cher. On ne pourra plus le ramener au commun. Et donc aujourd'hui, il y a un enjeu urgent et fort à réussir à préserver au maximum cette ressource-là. Voilà. Donc pas un outil de niche, pas un Non. outil ponctuel, mais à un moment plutôt le début d'une rupture. Évidemment, je partage. Après, faut la mettre en œuvre. Ça veut dire que quand on a des organisations comme ICO, à la fois qui tentent des choses, qui réussissent des choses et qui inventent des choses, c'est sympa, mais ça n'a pas un effet encore complètement systémique. Hein, comment on multiplie les ICO un petit peu partout, comment vous grossissez, enfin, c'est quoi l'avenir à la fois de la structure et finalement du modèle de la structure? Alors, on a une volonté de développement. Moi, je souhaite qu'on puisse grossir. Effectivement, aujourd'hui, on est 7 salariés. Je veux dire qu'on est aujourd'hui sur une tendance jusqu'à maintenant qui était d'une centaine de logements par an. Alors on a un développement depuis le début de l'année qui est significatif, parce qu'on est plutôt à 200 là, sur les 6 premiers mois de l'année. Oui, donc ça veut dire aussi que c'est une réponse à la crise. Ah ben clairement, quand on voit le projet qu'on sort en travaux, là aujourd'hui, on est sur un projet que j'évoquais tout à l'heure, on est RE 2025, on est biosourcé niveau 3, on est sur des niveaux environnementaux extrêmement élevés, on vend à 2690 € le mètre carré en BRS. À des personnes qui sont de la classe moyenne, enfin vraiment on est sur la médiane des revenus, donc typiquement les gens qui aujourd'hui sont incapables de se loger en ville. Donc on est complètement dans la cible qu'on recherche et qui aujourd'hui n'a pas de solution. Et vraiment dans le cœur du problème actuel qui est les logements sont trop chers, on a du mal à tenir la réglementation environnementale, on essaie de trouver des équations sans forcément trop les trouver et on n'a pas de clients en face. Ce qu'on produit à Beaucluse, c'est vraiment une antithèse de cette problématique et de cette crise. Donc voilà. Le futur. Et donc le futur, merci, c'est effectivement d'avoir une croissance. On va pas se le cacher, une démarche qui est militante, de manière claire, mais qui a vocation aussi à dire c'est possible. On a les moyens de le faire, si nous on le fait, d'autres peuvent le faire. Donc on a en même temps une volonté de croissance claire, mais on veut conserver une taille qui est conforme à l'engagement qu'on a aussi dans les opérations. Et on souhaite aussi avoir un effet d'entraînement, c'est-à-dire diffuser ces pratiques, être assez ouvert, montrer comment ça se fait, comment on y arrive, et créer des références qui s'imposent et qui montrent que dans les discours actuels, il y a des solutions, quoi. Grandir, mais aussi essaimer. Hein, je pense qu'on ne manquera pas de continuer à parler de tout ça. C'est au cœur des questions. C'était déjà au cœur des questions, mais c'était peut-être plus discret. Là, aujourd'hui, c'est à la fois au cœur des questions du moment, mais aussi sans doute des solutions. Je pense que la prochaine fois, il faudra qu'on se voit sur site et justement qu'on aille au contact à la fois
du bâti, du chantier, mais aussi des habitants. Éric Gérard, merci beaucoup. On mettra plein de liens en commentaire du podcast pour que chacun puisse continuer à comprendre dans le concret ce que sont ces opérations. Merci à toi. Merci Sylvain.